Mes chers amis, bonjour. Je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré à mon second livre, L'univers millefeuille, un livre qui traite de la complexité magnifique de l'univers, comment se forment toutes les structures les plus belles du cosmos et aussi la vie et l'homme, les sociétés. Comment la nature peut-elle former toute cette complexité ? Alors pour en parler, il y a un chapitre absolument incontournable que nous allons voir aujourd'hui, qui est celui du moteur de l'univers. Qu'est-ce qui anime tout cela? Qu'est-ce qui constitue toutes les structures que nous connaissons? Et qu'est-ce qui fabrique finalement toute cette complexité? Et cela porte un nom, c'est l'entropie. Alors l'entropie, beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, et beaucoup en ont entendu parler, mais n'ont pas vraiment compris ce que c'était. Je m'aperçois très souvent dans mes conversations que même lorsqu'on a des connaissances scientifiques, on a du mal à saisir cette notion qui n'est pas très intuitive et qui pourtant, vous allez le voir, est totalement fondamentale. Je me souviens d'ailleurs qu'en écrivant mon livre, je l'avais fait lire à quelques lecteurs fidèles en version bêta, si vous voulez, avant publication. Et l'un d'entre eux m'avait dit j'ai pas vraiment compris le chapitre sur l'entropie. Je me souviens qu'il avait fallu que je le réécrive complètement. Et donc je reviens vers vous assez serein, c'est-à-dire avec l'idée que vous comprendrez cette notion absolument fondamentale, parce que j'ai beaucoup travaillé la question sur le plan pédagogique. Alors, le contenu de cette vidéo, c'est de saisir ce qu'est cette notion d'entropie, de voir quel est le moteur de l'univers, et nous allons l'appliquer à quelques structures simples que sont les étoiles, les planètes, les cellules vivantes et les sociétés. Nous parlerons de la façon dont tout ceci s'anime, et vous serez peut-être surpris de voir que c'est le même moteur, hein, c'est le même moteur qui anime une étoile et qui anime notre société. À travers cela, vous verrez que finalement tout, je dis bien tout, s'auto-organise autour de nous. Tout ce que vous trouvez autour de vous, tout ce qui est complexe et que vous voyez, ce sont des choses qui se sont organisées par elles-mêmes. Et nous découvrirons ce que j'appelle le quatrième principe de la thermodynamique derrière cela. Et puis nous terminerons sur le futur de l'univers. Quel est le moteur de l'univers? Eh bien, si je vous pose la question, je pense que vous serez beaucoup à répondre l'énergie. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, c'est lié à l'énergie, je suis d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. Et la première raison que je vais donner pour dire que ce n'est pas l'énergie en soi qui fabrique l'univers, c'est le premier principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie se conserve. Si l'énergie se conserve, ça veut dire qu'elle ne se consomme pas. Et donc, l'idée qu'on pourrait avoir d'une énergie qui se consomme et qui fabrique quelque chose est fausse. L'énergie, en elle-même, se conserve. Alors, je donne tout de suite un exemple, une automobile. J'ai mis la photo d'une calandre de Dion Bouton. Exemple de la voiture, vous me diriez, si la voiture avance, c'est parce qu'elle consomme, et elle consomme de l'essence. Oui, elle consomme de l'essence. Mais l'intégralité de ce qu'elle a consommé, de l'énergie qu'elle a consommée, l'énergie de l'essence, l'intégralité de cette énergie, la voiture la restitue. Elle la restitue sous quelle forme? Eh bien, elle la restitue d'abord en chaleur, c'est pour ça qu'il y a un radiateur, vous voyez. Elle la restitue dans les gaz d'échappement, en grande partie en chaleur aussi, et elle les restitue dans les forces de frottement, frottement contre l'air quand vous avancez un peu vite, frottement des pneus sur la route, les freins quand vous freinez. Eh bien, tout ceci finalement se termine en chaleur. Alors, si je résume, on ne peut pas dire que la voiture consomme de l'énergie, ou alors si on le dit, il faut aussitôt dire
la voiture restitue cette énergie. J'insiste bien, chaque watt qui est consommé par la voiture est restitué par la voiture. Donc la voiture, en conclusion, elle ne consomme pas de l'énergie, elle transforme de l'énergie. Et ce terme de transformation va être absolument central lorsqu'on va parler d'entropie. Entropie, d'ailleurs, le mot vient de transformation. Nous allons donc parler de la transformation de l'énergie et voir comment elle se fait. Alors, je vous pose une seconde question un peu paradoxale. Je vous dis, est-ce que l'énergie fournit du travail? Et je réponds non. En tout cas, naturellement, spontanément, l'énergie ne fournit pas du travail. Et vous voyez, c'est comme moi, j'ai travaillé toute ma vie parce que il fallait gagner de l'argent, mais c'est une contrainte qui m'a obligé à travailler, sinon, bon, je pense que je n'aurais pas travaillé, voyez-vous. Eh bien, l'énergie, c'est pareil, elle ne travaille que s'il existe des contraintes. Alors, je vous donne tout de suite l'exemple des chutes du Niagara. Là, c'est de l'eau qui a été emportée en hauteur par les intempéries, et cette eau, eh bien, elle tombe dans les chutes du Niagara, et là, elle ne rencontre aucun obstacle, on la laisse tomber. Eh bien, l'eau qui tombe, vous savez qu'elle possède une énergie, vous avez peut-être appris à l'école l'énergie potentielle, c'est le fait d'être en hauteur donne une énergie, et un corps en hauteur peut dégager de l'énergie en tombant plus bas. Bon, eh bien, l'eau possède de l'énergie potentielle en haut, et elle tombe en bas, et elle ne produit rien. Donc je dis bien l'énergie, s'il n'y a pas de contrainte, ne fabrique rien. L'eau qui est en haut des chutes du Niagara tombe de 57 mètres. Et qu'est-ce qu'elle produit? Rien, simplement un léger réchauffement de l'eau en bas dans les tourbillons que vous voyez en bas. Il y a un léger réchauffement de l'eau. On pourrait, avec un thermomètre, voir que l'eau a augmenté d'un demi-degré ou quelque chose comme ça. Donc, elle n'a rien produit, sauf, j'ajouterais, le ravissement des touristes qui sont là pour la regarder. Eh bien, c'est cela qui est important. L'énergie par elle-même, elle ne fait que se transformer, mais elle ne fabrique rien si elle ne rencontre pas en cours de route des contraintes. L'exemple des chutes du Niagara est le même que celui d'un feu de forêt. Un feu de forêt, vous avez tout d'un coup la forêt qui s'embrase, en quelques heures la forêt a brûlé. Qu'est-ce que cette énergie a fabriqué? Il y avait beaucoup d'énergie, c'est l'énergie chimique du bois, hein, c'est de l'énergie qui a été fabriquée par la vie pendant des siècles peut-être. Et cette énergie qui est stockée dans la forêt, tout d'un coup, brûle, elle se transforme en chaleur, et elle se transforme aussi en petites molécules. H2O, des molécules de vapeur d'eau, et surtout CO2, le gaz carbonique. Donc, vous voyez, je dirais que pratiquement le feu n'a rien produit. Simplement, en tout cas, des produits très dégradés, c'est-à-dire de la chaleur, de l'eau et du gaz carbonique, qui sont des molécules très simples. Donc, je dis bien, l'énergie ne travaille pas si elle ne rencontre pas de contraintes. Alors, je viens de vous dire deux choses négatives qui vous ont peut-être un peu choqué. Je dis premièrement que l'énergie n'est pas le moteur de l'univers, parce que l'énergie, elle ne se consomme pas. En fait, elle se transforme. Et deuxièmement, à propos de sa transformation, je vous dis aussi quelque chose de négatif. Je dis, elle ne se transforme pas en travail, elle ne fait rien spontanément. Par contre, s'il y a des contraintes qui l'obligent à le faire, alors là, l'énergie va travailler. Exemple de contrainte, il a été découvert pendant l'Antiquité par les Grecs, je pense. Ils ont découvert que on pouvait, grâce à l'eau, obtenir de faire travailler l'énergie et en fait de fabriquer un moulin à eau. Alors l'idée est simple, vous la voyez sur ce dessin. On capte l'eau en haut de la rivière, en amont, et au lieu de la laisser descendre, si on la laisse descendre, elle fait comme dans les chutes du Niagara, elle tombe,
et elle fabrique simplement un petit peu de chaleur par les frictions, et c'est tout, rien d'autre. Alors, on ne la laisse pas faire, en tout cas une partie de l'eau est prélevée et on la fait cheminer dans une dérivation, c'est-à-dire une espèce de petit ruisseau artificiel qui nous permet d'amener l'eau vers quoi? Eh bien, vers un endroit où là, une différence de niveau s'est établie avec l'aval de la rivière. On profite de cette différence de niveau pour jeter l'eau dans le vide et on ne la laisse pas s'écrouler comme dans les chutes du Niagara, on interpose une roue à aube. Et voilà, là on va obtenir du travail. Vous voyez que pour que l'énergie travaille, il lui faut des contraintes. Ici, il y en a deux. Il y a un chemin de dérivation construit par l'homme et il y a une roue à aube construite par l'homme aussi. Et là, on obtiendra du travail. Eh bien, je dis que dans l'ensemble de l'univers, c'est la transformation de l'énergie. Ici, vous voyez une transformation entre énergie potentielle et énergie mécanique. L'ensemble de l'univers fonctionne comme ceci. L'énergie tend à se transformer, et surtout, on verra, à se transformer en chaleur, mais si on interpose des contraintes, on obtient un travail. On a commencé à découvrir ce concept avec la machine à vapeur. Le premier qui n'a pas vraiment découvert l'entropie, mais qui a découvert son principe, c'est Sadi Carnot. Ce jeune physicien, mort très jeune je crois, s'était intéressé à la machine à vapeur et avait constaté que pour qu'une machine fonctionne, toutes les machines thermiques, pour que n'importe quelle machine fonctionne, il faut disposer d'une source chaude, mais il faut aussi une source froide, de façon à ce que l'énergie puisse se transformer en allant de la source chaude vers la source froide. Quand vous utilisez une voiture, la source froide, c'est l'atmosphère. Dans les pistons, il fait plusieurs centaines de degrés, et dehors, il fait 20 degrés. C'est la différence entre quelques centaines de degrés d'un côté, 20 degrés de l'autre, qui permet à la voiture de réaliser un travail, c'est-à-dire d'avancer. Si à l'extérieur, dans l'environnement, il faisait la même température que dans les cylindres de la voiture ne fonctionnerait pas. S'il faisait 300 degrés à l'intérieur des cylindres et 300 degrés à l'extérieur, le moteur ne tournerait pas. Il faut donc bien une source froide. D'ailleurs, vous le savez peut-être que quand vous êtes en plein hiver ou en montagne par une température de -20, votre moteur a un meilleur rendement que si vous êtes en vacances en Espagne et qu'il fait 40 degrés dehors. Alors, Rudolf Clausius, lui, est allé un peu plus loin et c'est lui qui a défini l'entropie. Je vous le dis au passage, l'entropie, c'est une grandeur physique qui s'exprime par une formule mathématique. Alors, je vous l'épargnerai parce que le concept est déjà difficile à comprendre. Si on ajoute des formules, là, ça devient complètement abstrait. Et donc, l'entropie, c'est lui qui l'a défini, et il l'a défini comme une transformation. J'arrive donc à ce concept de transformation de l'énergie. Transformation entre quoi et quoi? Et Rudolf Clausius généralise finalement cette notion de source chaude et de source froide, et il dit l'énergie se transforme toujours en allant d'un état qui est improbable vers un état qui est probable. C'est logique. On va naturellement de l'improbable vers le probable. Alors, quel est l'état improbable dans le cas de la machine à vapeur? C'est le charbon. Le charbon est une forme d'énergie extrêmement improbable. Réfléchissez. D'où vient le charbon? Le charbon vient du Carbonifère, une époque où la végétation était luxuriante. Il a fallu donc une quantité énorme de biomasse à l'époque dans cette végétation. Il a fallu que cette biomasse déjà soit fabriquée, pour commencer, par la vie, qui est quelque chose d'extrêmement complexe et improbable. Il a fallu que la vie fabrique toute cette biomasse. Il a fallu que cette biomasse s'enterre. Elle était en excès, elle s'enterrait tellement il y en avait.
Il a fallu qu'elle séjourne dans le sous-sol et qu'elle se transforme pour donner des hydrocarbures. Hydrocarbures qui sont eux-mêmes faits de molécules de grande taille, hein, sont donc des molécules improbables. Et il a fallu derrière cela que l'homme aille extraire ce charbon, puis aille le raffiner dans ses raffineries, puis l'achemine vers la pompe à essence jusqu'à votre moteur. Vous voyez donc, quand là je suis passé du charbon à l'essence, mais c'est la même chose. Les hydrocarbures, les énergies fossiles que nous consommons à l'excès actuellement, sont des énergies extrêmement improbables. Voilà. Clausius nous dit que l'énergie va se transformer naturellement entre cet état improbable et un état qui, lui, est probable. Et cet état, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit. Ben, ce sont des molécules pauvres, de petites molécules très simples, H2O, CO2, et puis beaucoup de chaleur surtout. Donc, on part d'un état improbable, les hydrocarbures, ça brûle, et on arrive à un état probable, qui est des petites molécules. Et la nature va toujours dans ce sens. Voici donc ce que découvre Clausius, et je vais maintenant l'exprimer sous une forme plus générale. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. L'état improbable, c'est la source chaude de Carnot, et dans le langage de Clausius, on appelle cet état un état peu entropique. Au contraire, l'état probable qui est de la chaleur, les petites molécules, c'est ce qu'on appelle un état entropique. Alors, rien à voir avec anthropique, A-N-T-H-R-O, qui veut dire humain. Donc, lorsqu'on parle des émissions anthropiques à propos de l'environnement, ça s'écrit A-N-T-H-S, ça veut dire humain, mais vous remarquerez au passage que ces émissions sont anthropiques TH, aussi bien d'ailleurs que anthropique E-N-T-R-O. Alors, anthropique, ça veut dire donc quelque chose de probable, de dégradé. Et c'est là la deuxième définition que je vous donne. Ce qui est anthropique, c'est ce qui est dégradé, c'est ce qui est désorganisé. Et au contraire, ce qui est peu anthropique, le point de départ, ce sont des états organisés et qu'on pourrait qualifier de haute qualité. Voilà, la nature a fabriqué du pétrole, par exemple, qui est une énergie de haute qualité, très organisée, avec de longues molécules, très sophistiquées. Et en brûlant, tout ceci va devenir anthropique, c'est-à-dire va devenir désorganisé. Alors, si vous avez un peu de mal avec cette notion d'entropie, prenez un synonyme. Synonyme d'entropie, ça veut dire dégradé. Voilà, dégradé. On va toujours vers la dégradation. Alors, la source peu anthropique, c'est l'eau du Niagara quand elle est en hauteur. Et la même eau, lorsqu'elle est tombée en bouillonnant en bas, elle est devenue anthropique. De même, la matière organisée d'une forêt, improbable, peu anthropique, lorsque elle a brûlé, il vous reste les restes calcinés par terre et puis H2O et CO2 dans l'atmosphère et de la chaleur, et ça c'est un état désorganisé. Si vous avez vu une forêt après un feu, vous comprenez vraiment le terme de désorganisé. Autre exemple anecdotique, j'ai une tasse de café sur ma table, c'est un objet très organisé. Il a fallu que des hommes fabriquent cette tasse avec de la porcelaine, et puis ensuite que d'autres fassent du café. Il a fallu que moi, être humain, je prépare le café et je le mette dans la tasse de café. Voilà un objet qui est peu anthropique, c'est-à-dire organisé. Je ne fais pas attention, avec le coude, je fais tomber la tasse par terre. Et voilà, par terre, j'ai une flaque de café et j'ai une tasse cassée en 1000 morceaux. Ça, c'est un état dégradé, c'est-à-dire un état anthropique. Eh bien, je dis que la tasse de café est passée à un état anthropique. On peut donc dire que le terme d'entropie mesure le degré de désorganisation des choses. Et en même temps, c'est la probabilité, puisque c'est l'état le plus probable, c'est vers quoi on évolue spontanément.
Alors là, je vais citer un mot scientifique, le deuxième principe de la thermodynamique, qui est au centre de toute cette conférence et qui dit que l'entropie va toujours croissant. L'entropie augmente toujours. On va toujours vers des états plus dégradés. Et ça, c'est un principe fondamental de la physique qui n'a jamais été démenti. Donc vous voyez, vous avez appris déjà deux principes de la thermodynamique. On en verra un troisième tout à l'heure. Le premier, c'est que l'énergie se conserve, premier principe. Deuxième principe, elle se conserve, mais elle se transforme toujours vers les états les plus probables, c'est-à-dire entropiques. Alors ça a une conséquence absolument considérable que nous allons voir maintenant, c'est tout simplement que ce mécanisme d'évolution vers l'entropie, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous voyons, c'est lui qui anime l'univers et c'est lui qui, avant même de l'animer, fabrique les structures. Alors, un exemple que vous avez ici à gauche, le lac de montagne. C'est de l'eau dans un état improbable, parce que c'est de l'eau qui a été montée en hauteur. Il a fallu de l'évaporation, tout ce qu'on appelle le cycle de l'eau, hein, l'évaporation des océans, les vents, ensuite les précipitations. Il a fallu tout ça pour que cette eau arrive en haut de la montagne. Mais cette eau, qui possède donc une énergie potentielle, elle ne demande qu'une chose, c'est de descendre vers la mer. Et la mer, c'est l'état le plus désorganisé. C'est donc vers cela qu'elle tend. Son entropie, au départ, est minimum, c'est faible, si vous voulez, l'entropie du lac de montagne. Et son entropie, quand elle arrive à l'eau de la mer, est devenue maximum. Le second principe de la thermodynamique dit que l'eau va descendre de l'entropie minimum vers l'entropie maximum dans la mer. Et ce que dit le second principe, c'est que la flèche va dans ce sens, pas dans l'autre. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe dans le cosmos. Le Big Bang a fabriqué un état très simple, un gaz, hein, vous le savez, un gaz homogène, qui ne demandait que à s'effondrer sur lui-même et donc à descendre, un peu comme les chutes du Niagara. Vous voyez, c'est un état instable. Ça, c'est le Big Bang, qui est parti avec une entropie très faible, c'est-à-dire parce que c'était quelque chose de très simple, c'était en même temps quelque chose de très organisé, qui était et qui ne demandait qu'à descendre. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un des grands mystères du moment. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, à l'origine, l'univers était si peu anthropique. Bon, j'ai des réponses, mais il y a des réponses qui prouvent bien qu'on n'est pas vraiment d'accord sur ces origines-là. Le Big Bang, c'est au départ une parcelle d'énergie très simple et qui a démarré avec un état faiblement anthropique. Et c'est grâce à cette faible entropie de départ que nous allons pouvoir descendre comme la rivière dans la montagne, nous allons descendre vers la mer. Et nous allons descendre vers l'entropie maximum. La rivière effectue un travail. Et oui, je vous ai dit que pour travailler, l'énergie avait besoin de rencontrer des contraintes. Et bien là, la rivière qui est à gauche, vous la voyez sillonner entre les reliefs de la montagne et creuser les reliefs, car tout ça est creusé par des rivières. Donc, cette eau, en descendant, sculpte les reliefs. Et bien, de la même façon, l'entropie faible du Big Bang va permettre à l'énergie qui était stockée au départ de descendre vers les formes les plus anthropiques en sculptant l'univers. Alors comment se fait cette opération de structuration de l'univers? Au départ, il n'y a rien, il y a juste un gaz. Mais là, je rejoins les toutes premières conférences que je vous avais faites sur le cosmos. Ce gaz ne peut pas rester tel qu'il est à cause de la gravitation. Il va s'effondrer sur lui-même par morceaux, fabriquer des grumeaux. Et ces grumeaux vont fabriquer les galaxies et les étoiles. Donc c'est l'effondrement de ce gaz par la gravitation qui commence à fabriquer les premières structures des galaxies,
des étoiles. Les étoiles, ensuite, on va en parler. En même temps que les étoiles, pardon, se sont faites les planètes. Et puis, à partir de là, il y a des étoiles, des planètes, il y a la vie. Alors, je sous-entends que la vie existe ailleurs, je le pense. En tout cas, on ne la connaît que sur Terre. Mais ce qui est certain, c'est que la vie provient d'une planète, la Terre, et de la chaleur de son étoile, le Soleil. Et ainsi apparaît la vie et apparaissent toutes les structures complexes de la nature, tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit minéral, hein, des roches, des lacs, des montagnes, ou que ce soit la vie, la biomasse, la végétation, etc. Donc, tout l'univers se structure comme la montagne qui est à gauche, là, est sculptée par l'eau. Alors, jusqu'où va ce jeu-là? Nous verrons tout à l'heure que le stade ultime qui est vraiment l'entropie maximum, c'est le trou noir. C'est-à-dire que tout cela évolue in fine vers des trous noirs. Alors c'est dans très longtemps parce que les trous noirs mettent énormément de temps à absorber ce qui est autour d'eux. Donc c'est un processus qui est extrêmement long, des centaines de milliards d'années. Et donc ce n'est pas demain la veille que tout atterrira en trou noir, mais c'est en tout cas le stade ultime. Le trou noir est l'objet que nous connaissions et qui est le plus anthropique, c'est-à-dire le plus dégradé. Donc je conclus quelque chose d'important, c'est que ce second principe de la thermodynamique, qui dit qu'on évolue vers l'entropie, c'est un principe de construction, en même temps qu'un principe de destruction. Alors je m'explique, construction parce que c'est la descente vers l'entropie maximum qui sculpte l'univers et qui fait apparaître toutes les structures. Destruction parce que, in fine, tout ceci se terminera en trou noir. Donc nous reprendrons ce concept. À l'époque de mes études, lorsque j'étais à l'école polytechnique, on me présentait le second principe comme un principe de dégradation universelle. Ben oui, mais j'ai découvert entre-temps qu'avant d'être un principe de dégradation universelle, il était un principe de construction universelle, parce que toutes ces structures se fabriquent grâce à lui. Alors, je donne d'abord un premier résumé. L'énergie ne se consomme pas, elle se conserve, ça c'est le premier principe. Elle se transforme toujours vers l'entropie maximum, c'est le second principe. En cours de route, elle se heurte à des contraintes, comme les reliefs de la montagne. Et ces contraintes, elle les crée elle-même, parce que le relief de la montagne, si vous réfléchissez, il est créé par les rivières. Donc c'est intéressant, parce que la rivière se heurte à des contraintes qu'elle a elle-même créées. Donc c'est très très important cela. Les contraintes que rencontre l'énergie et qui la force à travailler, ben, ce sont des contraintes qu'elle a fabriquées elle-même en descendant vers l'entropie. Ça se mord la queue, si vous voulez. Ce mécanisme fabrique des contraintes et ces contraintes font que l'énergie doit travailler. Alors, en cours de route, elle se heurte à des contraintes qui sont le lit de la rivière, par exemple, les reliefs, mais les étoiles aussi. Le gaz qui rentre dans une étoile, qui fabrique une étoile, il s'enferme dans une contrainte, une espèce de centrale nucléaire de laquelle il ne peut pas ressortir. Les planètes aussi sont des contraintes. L'énergie qui arrive au sol sur Terre, elle est piégée, cette énergie, par le sol et par nous-mêmes, et elle va être en partie utilisée pour la vie. L'homme fonctionne de la même façon. Je vous le disais qu'il travaille quand il est sous contrainte. Et toutes les créations humaines sont ainsi faites. Je vous parlais du moteur d'automobile. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur d'automobile? Un moteur d'automobile, ce sont des contraintes. On a fabriqué une contrainte cylindrique qui s'appelle le cylindre. On a fabriqué une autre contrainte qui s'appelle le piston. On a enfermé le gaz d'essence et d'oxygène dans ces contraintes. Et là, on le fait exploser au milieu de ces contraintes. Et grâce à ça, le piston va descendre, rencontrer une autre contrainte qui est la bielle, qui rencontre une autre contrainte qui est le vilebrequin, qui rencontre une autre contrainte qui est la transmission, qui rencontre une autre contrainte qui sont les roues. Et vous voyez que tout ce qui fabrique quelque chose, tout ce qui anime l'univers, c'est toujours la rencontre de l'énergie avec des contraintes.
Donc le second principe est un principe de construction, même si nous allons le voir, il mène aussi, in fine, à la destruction totale. Plus précisément, je liste un certain nombre d'étapes que nous allons brièvement décrire. L'énergie du Big Bang descend dans les étoiles. Les étoiles émettent un rayonnement qui descend vers les planètes qui elles-mêmes vont utiliser cette énergie. S'il s'agit de la Terre, l'énergie qui arrive du Soleil est utilisée pour fabriquer la vie, et en particulier l'homme. Quant à l'homme, avec sa société, il consomme aussi une partie de cette énergie venant du Soleil. Où va tout cela? En fait, toute cette chaleur, elle est réémise par la Terre réémet tout, un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de la machine à vapeur, je vous disais la machine à vapeur ou le moteur à essence consomme de l'énergie, mais il restitue complètement cette énergie à l'environnement. Eh bien, sur Terre, tout ce qui existe, l'hydrosphère, la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère, tout ce qui existe sur Terre est animé par l'énergie venant du Soleil et aussi une petite partie d'énergie qui vient de l'intérieur de la Terre. Et toute cette énergie, elle est restituée à l'espace et dans l'espace, elle part dans le milieu interstellaire. Si vous voulez, le milieu interstellaire, c'est la source froide vers laquelle s'évacue toute cette chaleur. Le milieu interstellaire est d'autant plus froid que, vous savez, l'univers est en expansion. Et un univers en expansion se refroidit. Donc voilà une source froide qui a tendance à se refroidir, si vous voulez. Eh bien, à travers toute cette liste que je viens de vous nommer, depuis le Big Bang jusqu'au trou noir, eh bien, c'est un flux d'énergie qu'on appelle l'énergie libre. C'est un flux d'énergie qui traverse tout cela. Toutes ces structures sont traversées par cette énergie et la rencontre des contraintes oblige cette énergie à travailler et à fabriquer des choses. Alors, pour résumer, au départ, vous avez la faible entropie du Big Bang, c'est-à-dire un état très peu probable, un état instable, si vous voulez. Ensuite, vous avez à l'arrivée le milieu interstellaire qui absorbe toute cette chaleur et, in fine, à très long terme, les trous noirs qui absorberont tout. Et entre les deux, eh bien, vous avez ce ruissellement de l'énergie qui traverse toutes les structures. Alors, nous allons voir maintenant, pour que ce soit concret, comment cette énergie traverse quelques structures, l'étoile, la planète, l'homme, la société. L'étoile, l'étoile, je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que l'étoile, nous en avons parlé au début de mes conférences assez longuement. Elle chauffe, elle s'échauffe grâce à l'effondrement du gaz, du Big Bang. Plus le gaz se concentre, plus il chauffe, et quand l'étoile a atteint une température d'une quinzaine de millions de degrés, s'allument des réactions nucléaires. Et là, il y a une autre forme d'entropie qui n'est pas liée à la gravitation, mais qui est liée aux forces nucléaires. Eh bien, c'est que ce gaz d'hélium et d'hydrogène a naturellement tendance à rechercher une plus grande entropie en fabriquant d'autres atomes. Donc, nous avons une espèce de centrale nucléaire qui se fait, et tout ceci dégage de la chaleur. Et l'énergie qui est récupérée par l'étoile, énergie de gravitation venant du Big Bang et énergie nucléaire venant de l'hydrogène et de l'hélium, toute cette énergie se transforme, je vous rappelle qu'elle se conserve et qu'elle se transforme, et elle se transforme dans une forme plus dégradée qui est du rayonnement. Voilà, donc l'énergie de gravitation, l'énergie nucléaire qui entre dans l'étoile en ressortent sous forme d'émissions de rayonnement. Alors, bien sûr du rayonnement visible, puisque c'est notre source de lumière, mais aussi et surtout du rayonnement UV.
Nous sommes abrités largement de ce rayonnement UV par la couche d'ozone, mais l'essentiel de l'énergie de l'étoile est dégagé sous forme de rayonnement UV. L'étoile a augmenté l'entropie au passage. Elle a transformé l'énergie et elle a dégradé vers une entropie plus forte. Et donc, elle a augmenté au total l'entropie. Voilà le secret de la thermodynamique. Alors, une grosse partie de ce rayonnement UV part dans l'espace interstellaire et sera perdue à tout jamais dans le froid. De même que les gaz chauds du moteur d'automobile s'évacuent dans l'air et finissent par disparaître complètement dans l'atmosphère. Eh bien, une grosse partie de ces UV est perdue, si vous voulez, par se dégrader, comme les chutes du Niagara. Hein. C'est la même chose. C'est donc une énergie qui ne va plus se transformer, qui va simplement s'écrouler sans travailler. Eh bien, par contre, une petite partie tombe sur la Terre. Et la partie qui tombe sur la Terre va nous permettre un nouveau cycle de transformation et de fabrication d'entropie, finalement. Alors voilà, nous, sur Terre, nous recevons une partie de cette énergie. C'est donc du rayonnement qui a été mis à 6000 degrés Kelvin. Vous voyez sur les ampoules, maintenant, on marque la température de couleur, c'est-à-dire vous voyez marqué sur une ampoule 6000 degrés Kelvin ou 10 000 degrés Kelvin, ça vous donne une idée du type de rayonnement. Eh bien, le Soleil, lui, émet à 6000 degrés Kelvin, qui est la température de sa surface. Cette énergie arrive sur Terre et la Terre commence par l'absorber. Et la Terre va travailler grâce à cette énergie et beaucoup de choses vont se passer parce que la Terre est un astre très complexe. Et donc le travail de cette énergie va affecter la lithosphère, c'est-à-dire les pierres, l'hydrosphère, les océans, l'atmosphère et la biosphère. Et tout ceci bouge. Je vous donne un exemple. Les plaques tectoniques, vous voyez, la roche subit un cycle avec de l'échauffement à l'intérieur, du refroidissement sous les océans, et il y a des enfouissements qu'on appelle les plaques tectoniques, les zones de subduction. Vous voyez, donc la lithosphère bouge, l'hydrosphère, vous le savez, l'océan est traversé par des courants, le Gulf Stream, etc. Tout ceci vient de l'énergie du Soleil. L'atmosphère, n'en parlons pas, les orages, les El Niño, tous les phénomènes, les vents, etc. Tout ceci vient aussi de l'énergie du Soleil. Et puis finalement, la biosphère. Et oui, l'ensemble de la biosphère, ou la quasi-totalité de la biosphère, vient de la photosynthèse, c'est-à-dire de ces petits organismes microscopiques ou des plantes qui absorbent le rayonnement du Soleil et qui le transforment en énergie chimique. Donc toute la biosphère repose sur l'énergie du Soleil. C'est pourquoi lorsque une grosse météorite est tombée il y a 66 millions d'années, eh bien ça a plongé la Terre dans la nuit, et sans rayonnement du Soleil au sol, eh bien il n'y avait plus de fabrication de biomasse. Tout s'est mis à pourrir. Et la pourriture a permis à quelques espèces de survivre, les petits animaux en particulier, et notamment les oiseaux, qui sont des dinosaures, et les mammifères. Alors, donc sur Terre, toute l'activité de la biomasse vient aussi de l'énergie du Soleil. La Terre ne se trouve pas à 6000 degrés, mais à peu près à 290 degrés Kelvin. 290 degrés Kelvin, ça fait environ 17 degrés Celsius, en moyenne, vous voyez. Eh bien, de la même façon, je ne dirais pas que la Terre consomme cette énergie. J'en reviens toujours à cela. L'énergie n'est pas consommée, elle est transformée. Et la Terre transforme intégralement toute l'énergie qu'elle reçoit, elle la transforme en rayonnement infrarouge. Donc, pour résumer, la Terre reçoit des ultraviolets et elle envoie de l'infrarouge. Elle reçoit de la lumière, elle émet de la lumière.
Mais ce n'est pas la même lumière, parce que au passage, l'entropie a augmenté. Cette entropie, elle se manifeste par le changement de fréquence. Les UV sont des rayonnements très énergétiques, à faible longueur d'onde. Au contraire, les infrarouges sont à plus grande longueur d'onde et donc moins énergétiques. Mais comme la Terre restitue intégralement ce qu'elle a reçu, il lui faut donc envoyer à l'extérieur beaucoup plus de photons infrarouges qu'elle n'a reçu de photons ultraviolets. Et le rapport est de 20, c'est-à-dire que pour tout photon ultraviolet reçu du Soleil, la Terre en réémet la nuit, en général c'est surtout la nuit, en réémet 20. Tout photon UV est réémis à la fin sous forme de photons qui ont été transformés au passage et qui sont dans l'infrarouge, et elle en réémet 20 fois plus. D'ailleurs, si on reprend la formule exacte de l'entropie, on s'aperçoit que l'entropie est multipliée au passage par 20. La Terre est donc une machine thermique qui reçoit de l'énergie, qui la transforme, qui la restitue intégralement, mais sous une forme dégradée, c'est-à-dire 20 fois plus entropique. Voilà donc ce qu'est la Terre, et nous allons le voir, nous êtres humains ou nous êtres vivants, nous participons à cette transformation puisque nous sommes dans la biomasse qui participe à cette transformation. Alors je fais un petit écart sur l'effet de serre parce que ce que vous avez sous les yeux, le dessin que vous avez sous les yeux explique ce qu'est l'effet de serre. Bon, d'abord, les scientifiques n'emploient pas le mot effet de serre, parce qu'une serre, c'est un obstacle physique. On met une vitre, si vous voulez, ou un plastique transparent, et qui empêche le passage de l'air. Bon. Concernant la Terre, il n'y a pas d'obstacle physique. Les photons arrivent jusqu'au sol, et de là, la nuit, ils repartent vers l'espace. Il n'y a pas donc d'obstacle matériel. Et c'est pourquoi les scientifiques ne parlent pas d'effet de serre, ils parlent de forçage. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le forçage. Vous voyez sous vos yeux que la chaleur qui irrigue la Terre arrive sous forme d'ultraviolet, et vous voyez qu'elle repart la nuit sous forme d'infrarouge. Il y a une petite différence entre les UV et l'infrarouge, c'est que les UV, étant plus énergétiques, traversent l'atmosphère plus facilement. Au contraire, les infrarouges qui sortent de la Terre ont plus de mal, un peu plus de mal, à traverser l'atmosphère. Vous voyez, donc il y a un effet de frein. L'énergie rentre vite sur Terre, et elle a un peu plus de mal à en repartir. Et c'est ça l'origine de l'effet de serre. C'est parce que les photons infrarouges ont un peu plus de mal à ressortir par rapport aux UV entrants. Et à cause de cela, il y a un peu de chaleur qui s'accumule sur Terre et qui fait chauffer la Terre. Et l'échauffement dû à l'effet de serre, il est de l'ordre de 38 degrés. 38 degrés, c'est rien du tout, vous voyez, par rapport à la température de la Terre qui est de 290 degrés Kelvin, vous voyez, ça fait 13% peut-être de la température. C'est donc relativement peu. Mais cet échauffement permet aux photons infrarouges de gagner un peu d'énergie, puisque la Terre est plus chaude, et grâce à cet échauffement, les photons peuvent ressortir assez vite, et ainsi équilibrer parfaitement la quantité d'énergie qui était arrivée au départ. En résumé, la Terre transforme l'énergie, la Terre restitue intégralement l'énergie, mais pour la restituer, elle est obligée de s'échauffer un peu. Si elle ne s'échauffe pas, elle n'y arrive pas. Alors en fait, elle s'échauffe jusqu'au moment où les photons sont assez puissants pour pouvoir s'échapper, et là, elle ne s'échauffe plus, elle se stabilise à la température de 290 degrés. Et ce petit échauffement qui est nécessaire, c'est une espèce de petit coup de pied, si vous voulez, pour pousser les photons vers l'extérieur, c'est l'effet de serre. Au passage,
L'effet de serre, c'est seulement 38 degrés, hein. C'est très peu par rapport aux températures du Soleil, 6000 degrés, ou les températures présentes dans le cosmos, hein. C'est pour ça que on peut pas plaisanter avec le climat, hein. Il s'agit de petites variations et il est certain qu'en déterrant massivement les énergies fossiles, l'homme est en train de déséquilibrer le système. Alors maintenant, l'être vivant. Eh bien, nous sommes aussi des machines thermiques qui reçoivent de l'énergie, qui ne la consomment pas, qui la restituent intégralement, mais qui l'ont transformée au passage. Alors, voyons un peu ce que c'est. Je vais parler de la cellule humaine. La cellule humaine, elle reçoit son énergie sous forme chimique. D'une part, les aliments que vous avez consommés à midi, qui sont transformés en sucre, et d'autre part, l'oxygène que vous respirez. Et c'est la combustion, entre guillemets, de ce sucre et de l'oxygène qui apporte l'énergie aux cellules. Et que vont-elles faire ces cellules avec cela? D'abord, elles travaillent, parce qu'une cellule, c'est très très compliqué, hein. Je compare souvent une cellule humaine à une usine d'automobile. Si vous vouliez décrire exactement ce qui se passe dans une usine d'automobile, il vous faudrait une dizaine d'années. De la même façon, pour décrire ce qui se passe dans une cellule, il a fallu d'abord beaucoup de travail pour y voir clair avec des microscopes, et puis ensuite simplement pour décrire ce qui s'y passe, c'est très long. Donc la cellule effectue un très grand travail. Et en même temps, un des travaux de la cellule, c'est de se reconstituer. Ça, je vous l'avais dit déjà, une cellule reconstitue ses organes complètement en 21 jours, en 3 semaines. C'est-à-dire que, j'insiste bien, si vous prenez une cellule d'aujourd'hui, les organes que l'on peut observer au microscope à l'intérieur, tous ces organes ont été complètement défaits et refaits sur les 3 semaines écoulées. Aucun n'existait il y a 3 semaines, sauf l'ADN qui est à l'abri dans le noyau. Lui, il est à l'abri, il se conserve et la cellule en a besoin. Mais tout le reste se recycle, se défait, se refait. Et ça demande du travail, beaucoup de travail. Et donc la cellule utilise tout ceci et, comme je l'ai dit pour la Terre, elle restitue tout. Et comment restitue-t-elle cette énergie? Comme lorsque la forêt brûle, c'est-à-dire elle restitue du CO2 et de la H2O, des petites molécules et de la chaleur. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Vous-même, vous êtes en train d'écouter ma conférence. Vous respirez, du moins je l'espère. Vous respirez. Qu'est-ce que vous expirez à chaque respiration? Vous expirez de l'eau, de la vapeur d'eau, et du CO2. Le voilà. Le CO2 et l'H2O que restituent les cellules, c'est vous qui le restituez dans votre respiration. Et en même temps, les cellules restituent l'énergie sous forme de chaleur. Alors on ne va pas raisonner sur une seule cellule, on va prendre toutes vos cellules, votre corps entier. Votre corps entier, là maintenant, pendant que vous m'écoutez, il dégage 100 watts de chaleur, l'équivalent d'une ampoule électrique. Votre corps actuellement dégage du CO2, de l'H2O, et en même temps, il dégage 100 watts de chaleur. Et cet ensemble de petites molécules et de chaleur, c'est la même énergie que ce que vous avez absorbé en prenant votre déjeuner à midi et en respirant maintenant de l'oxygène. Voilà, donc la cellule ne crée rien en termes d'énergie, elle ne fait que transformer et restituer, mais restituer sous une forme dégradée. Voilà. 100 watts donc de dégagement de chaleur, c'est ce que dégage un être humain, disons un être humain primitif, Homo erectus. Ou vous-même si on fait abstraction de tout ce que vous avez autour de vous.
Maintenant, la société. Alors, là, on n'est plus à Homo erectus. L'Homo sapiens moderne, lui, a développé beaucoup d'activités qui consomment de l'énergie. Les usines, les transports, etc. De sorte qu'aujourd'hui, nous consommons par tête de pipe non plus 100 watts, mais 100 fois plus. Je crois que c'était Jean Covici qui disait nous sommes, chacun d'entre nous, l'équivalent d'un homme de l'Antiquité qui traînerait avec lui 100 esclaves pour s'occuper de lui. 100 esclaves pour lui apporter à manger, pour le distraire, pour le transporter. Nous sommes chacun d'entre nous un homme de l'Antiquité qui a sa cohorte de 100 esclaves, et donc ce que nous consommons par tête, ça n'est plus 100 watts, c'est 100 fois 100 watts, c'est-à-dire 10 kilowatts. Voilà ce que consomme l'homme moderne. Et je le dis bien, tout cela, tout est évacué sous forme d'infrarouge qui, la nuit, quitte la Terre pour aller vers l'espace intersidéral. Alors, tout ce que je vous ai dit là, je vous ai parlé du Soleil, je vous ai parlé de la Terre, je vous ai parlé de la biomasse, la vie, je vous ai parlé de l'homme, je vous ai parlé des sociétés. Tout obéit à la même règle, c'est-à-dire tout est traversé par un flux d'énergie qu'on appelle l'énergie libre, et restitue et renvoie tout ceci qui finalement va atterrir dans l'espace intersidéral. Alors, il y a un astrophysicien remarquable qui s'appelle Éric Chesson, un Américain, comme son nom l'indique. Éric Chesson s'est amusé à comparer les flux d'énergie qui traversent tous ces objets. Mais comment comparer le flux d'énergie qui traverse une galaxie avec le flux d'énergie qui traverse une cellule humaine, par exemple? Eh bien, il a eu l'idée de ramener ce flux à 1 gramme de matière. Il s'est dit, je vais donc considérer quel est le flux qui traverse 1 gramme du Soleil, je vais le comparer au flux qui traverse 1 gramme de la Terre, 1 gramme d'un être vivant ou d'un homme, et même 1 gramme de société, en ajoutant nos machines, nos bâtiments, tout ce que nous fabriquons. Il a donc ramené ces flux à 1 gramme, et il a fait un livre là-dessus qui était extraordinaire, où il livre tous ses calculs, et on s'aperçoit finalement que plus un objet est complexe, plus il est traversé par un flux d'énergie important. J'entends bien par gramme, il faut toujours ramener au gramme. Et donc, on s'aperçoit que la Terre, finalement, draine par gramme toujours beaucoup plus d'énergie que le Soleil. L'homme, un être vivant, draine plus d'énergie que la Terre, et la société elle-même, ça multiplie encore par 100 l'énergie consommée, et là on se trouve dans quelque chose de beaucoup plus complexe, la société, les ordinateurs, etc., et qui consomme aussi beaucoup plus. Alors, je vous donne un chiffre, je ne vais pas vous citer tous les chiffres d'Éric Chesson, mais il y en a un qui est absolument frappant. J'ai fait le calcul 3 fois avant de me convaincre qu'Éric Chesson disait vrai. Eh bien, la cellule humaine, par gramme, est le siège d'un flux d'énergie qui est 10 000 fois plus qu'un gramme de soleil. 1 gramme de cellule, 10 000 fois plus qu'un gramme de soleil. Alors, on n'imagine pas ça un instant, parce que la cellule, ça nous paraît quelque chose d'insignifiant, alors que le soleil, c'est tellement grand et tellement chaud que on a peine à comprendre qu'une cellule soit 10 000 fois plus énergétique que le soleil par gramme. Mais bon, si vous réfléchissez, le soleil, c'est une boule de gaz. Le soleil n'est pas très dense. Je vais dû vous le dire quand on a parlé des étoiles, la densité moyenne du soleil, elle est de l'ordre de 1. C'est-à-dire que le soleil a la même densité qu'une boule d'eau, en fait. Vous voyez, c'est peu, c'est un gaz, hein, mais c'est une densité relativement faible. Ça veut dire que 1 gramme de soleil, c'est 1 gramme de gaz. C'est rien. Et là, vous pouvez comprendre que 1 gramme de cellules vivantes, cellules qui chacune est aussi complexe qu'une usine automobile,
eh bien, vous comprenez que 1 gramme de cellule consomme 10 000 fois plus que 1 gramme de soleil. Consomme, j'ai mal employé le terme, transforme. Et si vous prenez la société, là, c'est pas 10 000 fois plus, il faut multiplier par 100, c'est 1 million de fois plus. Donc la société humaine est traversée par un flux d'énergie qui est 1 million de fois plus élevé que celui du Soleil si on raisonne à masse égale. Bon, là, maintenant, vous comprenez pourquoi on parle tant des effets anthropiques ANTH, des effets anthropiques de l'énergie sur Terre. Vous comprenez? Et en même temps, vous comprenez que dans un sens, c'est normal. C'est parce que nous sommes si complexes que nous dissipons tant d'énergie. Plus un objet est complexe, plus il dissipe d'énergie. Et donc, il est totalement naturel. Et c'est inscrit dans les règles du cosmos que l'homme consomme de plus en plus ou transforme de plus en plus d'énergie et renvoie de plus en plus d'énergie aussi dans l'espace. C'est écrit dans l'ordre des choses. Ce n'est pas un mauvais comportement qu'a l'homme. L'homme, il a pour seul défaut d'être complexe. Et parce qu'il est complexe, il draine énormément d'énergie. Et si demain l'humanité survit à toutes les menaces que nous voyons aujourd'hui, eh bien l'homme et ses productions seront encore plus complexes et auront encore besoin de plus d'énergie. Alors, n'en déduisez pas qu'il faut s'endormir sur nos lauriers et puis dire bon bah consommons puisque c'est l'ordre des choses. Non, c'est pas tant la consommation d'énergie qui est gênante, c'est le CO2. C'est parce que le CO2 provoque l'effet de serre qu'il échauffe la Terre. Je répète bien, ce n'est pas l'énergie que vous consommez. Par exemple, si vous consommez avec un radiateur électrique l'hiver de l'énergie qui vient d'une centrale nucléaire, vous n'échauffez pas la Terre. Et vous pouvez ainsi consommer, comme le font tous les êtres humains, beaucoup d'énergie, vous ne dégradez pas les conditions terrestres. Par contre, si au lieu d'énergie électrique, c'est de l'énergie fossile, alors là, vous créez du CO2. Ce CO2 aggrave l'effet de serre échauffe la planète. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'on fait, c'est essayer de trouver des formes d'énergie qui dégagent moins de CO2. Voilà. Mais vous avez vu, à travers tous ces exemples, un ordre absolument universel dans l'ensemble du cosmos, c'est que chaque structure transforme de l'énergie vers l'entropie maximum et que cette transformation, elle porte sur de plus en plus d'énergie au fur et à mesure qu'on est dans des structures complexes, avec au sommet l'homme et sa société. Alors on va essayer de mieux comprendre tout cela sous forme un peu plus philosophique, et je vais vous parler d'un soi-disant 4e principe. Dans toute cette évolution vers l'entropie, je vous ai dit que l'énergie travaillait. Elle travaille, elle vous permet de vivre, elle vous permet d'aller à votre travail, elle vous permet de partir en vacances, elle vous permet de conduire votre voiture, elle vous permet de discuter avec vos enfants. Donc, l'énergie qui se dégrade, elle travaille et elle fabrique les structures. Donc, on l'a vu, de la même façon que la rivière fabrique le relief en descendant vers la mer, de la même façon, l'énergie qui vient du Big Bang fabrique les galaxies, fabrique les étoiles, fabrique les planètes, fabrique la vie, etc. On appelle ça l'auto-organisation, parce qu'il n'y a pas un chef d'orchestre qui a décidé qu'il y aurait des montagnes, qu'il y aurait ceci ou qu'il y aurait cela. Il y a en fait un phénomène d'auto-organisation. Alors, n'interprétez pas faussement ce que je dis, je ne suis pas en train de nier l'existence de Dieu, je suis seulement en train de dire que Dieu n'a pas sculpté les montagnes et que Dieu n'a pas fabriqué les étoiles, parce que on sait comment se sculptent les montagnes, on sait très bien comment se font les étoiles, on observe dans nos télescopes des étoiles naissantes et on voit très bien comment elles se forment. Donc je ne nie pas l'existence de Dieu,
Je ne fais que repousser plus loin la question de son existence ou non. Je dis, ne cherchez pas Dieu dans la constitution de toutes ces structures, mais cherchez-le en amont. J'ai effleuré le problème tout à l'heure quand je vous ai dit pourquoi l'univers, à son tout début, au moment du Big Bang, était si plein d'énergie et surtout d'une énergie aussi peu anthropique. Eh bien voilà, une question métaphysique. Et là, je me garde bien d'y répondre, et je ne suis pas croyant personnellement, mais je respecte totalement les croyants qui disent, ah ben voilà, la raison, elle est que c'est Dieu qui a conçu tout ça. Et moi je veux bien, et je pense que c'est une explication qui vaut bien les soi-disant explications scientifiques, qui en fait ne le sont pas. Bon, alors revenons sur Terre. C'est un philosophe anglais, Herbert Spencer, qui a eu une intuition. Il se disait, mais finalement, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on a l'impression qu'il y a un état de déséquilibre au départ, qu'à partir de cet état de déséquilibre, il se forme des structures, et qu'ensuite, lorsque on revient à l'équilibre, les structures disparaissent. Alors, la première partie du dessin à droite, vous voyez un lac de montagne, vous voyez l'eau descendre et fabriquer des vallées, et donc le lac de montagne était très simple, hein, c'était un réservoir d'eau. Par contre, en descendant, il va sculpter des reliefs, des vallées, des collines, des torrents, et tout ce que vous pouvez apprécier quand vous allez faire de la randonnée en montagne. Mais toute cette énergie qui dévale la pente, elle finit par atterrir en bas, dans la plaine ou dans la mer. Et là, elle se trouve de nouveau, cette énergie, sous une forme beaucoup plus simple. Vous avez donc quelque chose en déséquilibre qui est le lac de montagne, parce qu'il est en l'air et il ne demande qu'à descendre. Vous avez ensuite toutes les structures qui se forment, toute la variété de l'univers. Et puis à la fin, ça finit par mourir dans la plaine. Et donc Spencer disait, on part d'un état de déséquilibre, on voit se fabriquer plein de choses, mais ces choses-là finissent par se détruire lorsqu'on arrive dans la plaine, et là on retrouve un état très simple. On part d'un état simple en déséquilibre, on arrive à un état simple en équilibre, et c'est entre les deux que se forme tout. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis la même chose sous une forme thermodynamique. Je n'emploie plus le terme de déséquilibre et d'hétérogénéité. Oui, la complexité, lui, Spencer a appelé ça l'hétérogénéité. Il disait, on part d'un état homogène, on fabrique de l'hétérogénéité et on arrive à un état finalement homogène de nouveau. Eh bien, aujourd'hui, on présente cela différemment. On dit, l'état initial, c'est un état peu anthropique, donc peu probable. Ensuite, l'énergie dévale la pente en fabriquant des structures et en fabriquant des êtres humains, en fabriquant des étoiles. Mais à la fin, cette énergie, tôt ou tard, elle se retrouvera sous forme de rayonnement dans l'espace intersidéral, ou pire encore, sous forme de matière ou de rayonnement englouti par les trous noirs. Et là, on est dans les états les plus probables, les plus anthropiques. Vous avez donc un état peu anthropique, ensuite fabrication de complexité, et ensuite retour à un état simple. Et c'est là qu'on peut énoncer un quatrième principe, entre guillemets, parce que ça n'est pas un terme orthodoxe. Ce quatrième principe, entre guillemets, dit que tout système traversé par un flux d'énergie entre un état faiblement anthropique au départ et un autre plus anthropique à l'arrivée tend à s'auto-organiser, c'est-à-dire à fabriquer des structures complexes. Voilà ce que on observe, et là je vous parle de choses qui sont totalement universelles, puisqu'on a parlé aussi bien d'une étoile que d'un être humain, d'une cellule humaine. Voilà comment se fait l'univers et comment il est animé. C'est l'entropie.
Alors, il y a une expérience que je trouve absolument hallucinante parce que c'est l'expérience du café au lait. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup le thé au lait. Alors, j'aimais le thé au lait pour son goût, mais j'aimais aussi le thé au lait parce que j'avais remarqué que dans une tasse bien chaude, quand on verse un nuage de lait, comme on dit, on voyait dans la tasse se former des structures. Et ces structures, ça ressemblait souvent à un champignon atomique. Alors, je m'explique. Le nuage de lait froid atterrit dans l'eau chaude. Comme il est plus froid, il est plus lourd, donc il tombe vers le fond. En tombant vers le fond, il s'échauffe et il remonte vers le haut. Et puis en étant en haut, il se refroidit et souvent il redescend pour remonter de nouveau. Et j'observais toujours ce phénomène jusqu'à ce que ça s'arrête, parce qu'à un moment ça s'arrête et vous avez du café au lait parfaitement homogène. Mais avant d'avoir le café ou le thé au lait parfaitement homogène, vous avez ces volutes qui se font. Et je me souviens d'un jour où j'ai observé 3 fois de suite le champignon nucléaire. Eh bien, cette expérience, à ma grande surprise, a été reprise, pas par n'importe qui, par un grand astronome qui s'appelle Sean Carroll. Alors, ce n'est pas une expérience concrète, on n'a pas pris du café, du lait, on l'a fait par simulation numérique, c'est-à-dire dans un ordinateur, on a simulé des petites particules d'un liquide blanc, des petites particules d'un liquide noir, et on les a mélangées. Et quand on les mélange, eh bien, on passe progressivement de la situation où il y a, comme vous le voyez à gauche, du lait au-dessus du café. Donc vous avez un verre qui est bicolore, blanc et noir. Et on passe à l'état complètement dégradé, enfin l'état le plus probable, qui est le café au lait homogène. Mais on n'y va pas directement, c'est-à-dire que dans la tasse, il se forment ces volutes. Alors vous me direz, mais on est bien loin de l'astrophysique, là, avec ces volutes. Ben non, non, parce que regardez une galaxie. Une galaxie, on a l'impression que c'est la matière de l'univers qui s'est mise à tourner, qui a fait des volutes. Une galaxie, ça ressemble à un vortex dans la rivière, c'est-à-dire un remous. Donc on est bien dans la même chose, tout à fait similaire, hein, même si dans un cas on parle d'une galaxie, de l'autre on parle d'une tasse de thé. Alors, vous retrouvez ce dessin qu'avait fait Herbert Spencer, où on part de quelque chose de très simple, mais qui est en déséquilibre, parce que le lait et le café vont se mélanger naturellement, parce que c'est un état improbable. Le fait que le lait soit séparé du café est un état improbable. L'état probable, c'est que tout soit mélangé. Donc, la tasse avec lait et café va progressivement se transformer en café au lait, mais entre-temps, se sont fabriquées ces volutes qui ont existé pendant quelques dizaines de secondes. Sean Carroll a mesuré 2 choses dans cette expérience. Il a mesuré l'entropie et il a trouvé que l'entropie croissait. Vous avez le diagramme à droite, vous voyez que entre l'état initial en bas et l'état final, vous voyez que l'entropie n'a fait que croître. Heureusement, parce que c'est le second principe de la thermodynamique, et si Sean Carroll n'avait pas trouvé ça, il aurait eu du souci à se faire. C'est d'ailleurs Einstein qui disait un jour à des scientifiques, à des chercheurs, il leur disait, si un jour vous trouvez un résultat ou quelque chose qui enfreint le second principe de la thermodynamique, alors, suivez mon conseil, mais relisez vraiment tout ce que vous avez fait, refaites vraiment tous vos calculs, parce que ça peut tourner très mal. Alors, il a trouvé cela, mais ce qui est le plus important, et c'est en fait cela que cette expérience met en évidence de façon criante, c'est la complexité. Sean Carroll a aussi mesuré la complexité. C'est très difficile de mesurer la complexité. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la méthode la plus crédible s'appelle la méthode de Kolmogorov,
Kolmogorov, c'était un mathématicien, et donc Sean Carroll a utilisé cette méthode qui est pas évidente du tout à utiliser. Sont des mathématiques assez puissantes. Toujours est-il qu'il a utilisé cette méthode pour sa tasse de café. Et il a trouvé ce que vous voyez à droite. Vous voyez que la complexité monte avec les volutes qui se forment. Elle atteint un maximum. Et c'était peut-être le maximum, c'était peut-être le deuxième champignon atomique que j'avais observé. Puis la complexité diminue, apparaît un troisième et dernier champignon atomique, et vous vous retrouvez avec le thé au lait ou le café au lait. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'entre l'état initial faiblement anthropique et l'état final fortement anthropique, vous avez un accroissement de la complexité, puis une décroissance. Et cela est absolument universel. Alors, j'illustre là, sur ce diagramme, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout cela, ça tourne autour du second principe, ce que je vous démontre là. Eh bien, le second principe dit qu'il fabrique de la complexité, mais qu'ensuite il la détruit. Et c'est très exactement ce qui se passe dans notre univers. Notre univers fabrique de la complexité, mais soyons clairs, cette complexité disparaîtra un jour. Alors ça m'amène donc à cette dernière considération sur le futur de l'univers. Alors il n'est pas brillant le futur de l'univers malheureusement parce que l'univers va évoluer inéluctablement vers son entropie maximum. Et l'entropie maximum, je vous le disais au départ, entropie égale dégradation ou désorganisation. Donc l'univers qui s'est auto-organisé va s'auto-désorganiser. Voilà. Heureusement, c'est pas pour tout de suite. Alors, concrètement, ça va prendre quelle forme? On s'est demandé longtemps si l'univers allait terminer comme une boule de feu en se contractant, c'est-à-dire un Big Bang à l'envers. On appelle ça le Big Crunch en anglais. Ou bien si au contraire, il allait se dilater éternellement et mourir de froid. Et ça, on l'appelle le Big Chill. Alors, pouvons-nous envisager un Big Crunch ou un Big Chill, une mort chaude ou une mort froide? Vous me direz que ça vous est bien égal, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que non seulement l'univers est en expansion, mais depuis 1998, je vous l'avais expliqué, nous savons que cette expansion est en accélération. Et donc, il y a toutes les chances, au vu des données actuelles et disons de l'histoire que nous connaissons de 13,8 milliards d'années de l'univers, au vu de nos connaissances et de ce que nous observons, il est très probable que l'univers termine sa vie par une expansion infinie et donc dans le froid. Voilà. Nous évoluons vers la mort froide. Vous savez que l'univers est déjà très froid, je vous l'ai dit, il est à 3 degrés Kelvin, 2,7 pour être précis, mais à très très long terme, il descendra à 2 degrés, 1 degré, 0 degré. J'en profite pour vous dire que oui, il y a un troisième principe de la thermodynamique, c'est l'existence d'une température minimum, le zéro absolu. Troisième principe. Alors maintenant, vous connaissez toute la thermodynamique. Premier principe, l'énergie se conserve. Deuxième principe, l'énergie se dégrade. Troisième principe, il existe une température minimum, un zéro, ce qu'on appelle le zéro absolu. Eh bien, l'univers va évoluer vers ce zéro absolu à très long terme. Il y a une conséquence à l'expansion aussi qui est, je vais pas avoir le temps de l'expliquer beaucoup là, mais quand l'univers se dilate, eh bien, ça veut dire que les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus vite. Et à un certain stade, elles dépassent la vitesse de la lumière. Alors, on me dirait, un corps ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Si, ce n'est pas un corps qui dépasse la vitesse de la lumière, c'est l'espace-temps. Et l'espace-temps, lui, il a le droit de dépasser la vitesse de la lumière. Et quand l'espace-temps lointain dépasse la vitesse de la lumière, il emmène avec lui tout ce qu'il y a, les galaxies et tout, et nous ne pouvons plus les voir. C'est sûr que s'il y a une certaine distance, la vitesse d'expansion de l'univers dépasse la vitesse de la lumière, tout ce qui est au-delà ne peut pas nous envoyer de lumière et tout est opaque.
Eh bien, avec cette expansion accélérée, naturellement, la partie visible de l'univers va diminuer. Et à un certain stade, s'il existe encore des observateurs à cette époque-là, eh bien, ils ne pourront plus, même avec les meilleurs télescopes du monde, ils ne pourront plus rien voir loin. Et ils seront limités à notre galaxie. Parce que la galaxie, elle, ne connaît pas d'expansion. Comme elle est liée par la gravitation, elle ne connaît pas d'expansion. Donc, les observateurs de cette époque-là, ils auront quand même 2 ou 300 milliards d'étoiles à regarder dans notre galaxie, mais rien au-delà. Et puis finalement, si on continue dans le très long terme, eh bien, les étoiles finiront par mourir les unes après les autres et l'univers deviendra comme il était au début, c'est-à-dire sombre. L'univers était sombre à ses débuts, avant que n'apparaissent les premières étoiles, peut-être 50 à 100 millions d'années après le Big Bang. Il était noir, il était sombre, et bien là, il redeviendra sombre. Et à très 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 long terme, là je ne sais pas combien de milliers de milliards d'années, eh bien, ce qui restera de particules et de lumière disparaîtra, englouti par les trous noirs. Alors, je vous donne là une image bien pessimiste, mais pour être optimiste, disons d'abord que tout ça, ça se passe à des échelles de temps absolument gigantesques. Deuxièmement, qu'il faut se garder d'émettre des vérités trop absolues, parce que là, beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. Et puis, dernière chose qui est intéressante, c'est que je vous disais que l'univers commence par créer des structures et créer de la complexité avant de la détruire. Mais Dieu merci, nous nous trouvons dans la phase ascendante. Et donc, nous nous trouvons dans un univers qui, jour après jour, s'enrichit, jour après jour, fabrique de nouvelles étoiles, de nouvelles beautés dans le cosmos, et qui devient de plus en plus beau. Et ça va quand même durer des milliards d'années, donc je vous rassure pour la suite. Nous sommes dans un univers qui est beau et intéressant, et qui va le rester aussi loin qu'on puisse regarder de façon réaliste. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention pour cette conférence qui était un peu difficile, et nous reprendrons la fois prochaine le thème de la complexité, comment elle s'élabore, cette complexité, puisque maintenant, nous savons quel est le moteur. Le moteur derrière tout ça, c'est l'entropie, et nous allons voir comment cette entropie peut finalement, avec le flux d'énergie, si vous voulez, fabriquer de jolies choses. Merci et à bientôt. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galiana-Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr.